Emmanuel Le Chypre, sur la financiarisation de l'économie. Est-ce qu'elle est on a atteint un niveau aujourd'hui où la coupe est pleine? Oui, on est en train de vivre un nouveau soubresaut de cette crise du capitalisme financier qui a commencé en 2007. Quand vous disiez cette fois-ci, est-ce que c'est pas simplement les marchés qui se rebellent contre les États trop endettés? Oui, mais il faut bien voir que ce qu'on est en train de vivre, c'est la séquence après laquelle les États ont finalement repris toutes les mauvaises dettes qui avaient été accumulées et générés par ces excès du capitalisme financier qui se sont majoritairement traduits par un excès d'endettement. Grosso modo, ce que Jean-Pierre appelle l'économie de bulle. Donc, les États ont récupéré la patate chaude, et là on voit qu'on est finalement, et maintenant que ce sont les États qui l'ont, à qui la transmettre. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté. Et ce que manifestent aujourd'hui les marchés, c'est une forme de désarroi parce que effectivement, on voit bien que on va devoir payer pour ces excès commis. Alors, est-ce qu'on va changer de monde? Est-ce qu'on va changer d'univers? Est-ce qu'on va changer de système? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la boîte à outils des économistes, des experts, des politiques pour sortir de la crise, il y a très peu d'outils disponibles. Les théories économiques, c'est finalement des espèces d'outils, c'est pas des idéologies. Elles ont été inventées à des moments bien précis de l'histoire pour répondre chaque fois à un problème. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que tout ce qu'on nous a raconté sur finalement les bienfaits de la mondialisation, etc., c'est quand même remis en question. Alors, tout ce qu'on nous a mis, ou mondialisation, tout ce qu'on nous a mis en évidence sur la clairvoyance des marchés, tout ça est remis en cause. Et comme le disait Einstein, c'est pas les gens qui ont créé nos problèmes qui vont savoir les résoudre. Sur la crise, finalement, la crise qu'on a vécue en 2007-2008. Elle avait la brutalité de celle de 29, d'une certaine manière, mais elle n'a pas eu des conséquences parce que justement les États ont réagi et quand même on a submergé le marché de liquidités comme personne jamais. D'abord on n'avait jamais fait, bon c'est jamais arrivé, mais comme personne 5 ans avant, même dans ses pires cauchemars, aurait imaginé qu'on submergerait de liquidités. On aurait dit à quelqu'un voilà on va mettre sur le marché tant de liquidités, qui dit bon c'est pas possible, vous êtes fous. Bon on l'a fait, bon on a sauvé le système, mais ce faisant. On n'a pas changé, malgré les G20, c'est là où on a trompé les gens, on n'a pas changé l'aspect spéculatif du système. Autrement dit, ces liquidités absolument incroyables, au lieu de se diriger vers un système productif, vers un secteur productif, c'est l'économie de bulles. Elles ont augmenté les bulles, voilà. Elles ont augmenté toutes les bulles. C'est-à-dire que toutes les bulles sont gonflées, les liquidités, presque toutes. Les liquidités, j'explique, on a rajouté un peu d'argent dans le circuit, évidemment, quand vous avez le même nombre d'objets. Quand vous avez le même nombre d'objets et plus d'argent, les choses. La plupart des investisseurs cherchent avant tout à sortir au plus vite d'une séquence cauchemardesque. Les plans de rigueur, les discours des chefs d'État, rien n'y fait. Les places boursières ont vécu hier une nouvelle journée noire. Le CAC 40 a décroché de plus de 5%. Les marchés restent très volatiles, sensibles aux moindres signes extérieurs. Au fil de la journée, on perd régulièrement. Là, vous avez l'annonce du ministre allemand comme quoi on va pas toucher du tout à la capacité du Fonds de stabilité européen. Ici, nouvel mouvement de baisse, c'est lorsque la fameuse petite statistique américaine est sortie tellement mauvaise qu'elle a eu un impact direct sur les marchés. Tant qu'en Europe, on n'aura pas déterminé un moyen de financer à moyen terme les programmes de renflouement des pays en difficulté, on continuera d'être impacté négativement. Et puis aux États-Unis, on a des inquiétudes concernant la croissance américaine. Et tant qu'on n'aura pas des éléments positifs qui viennent infirmer les mauvaises anticipations des marchés, on les prendra comme actées. À ces réelles incertitudes économiques se mêlent également les stratégies de certains investisseurs qui spéculent sur la baisse des cours et amplifient ainsi les chutes des bourses, même si les vendeurs d'actions préfèrent ne pas trop s'étendre sur ce sujet. Est-ce que certains investisseurs ont intérêt à ce que le marché baisse, spéculent à la baisse pour gagner? Vous en avez certainement, oui c'est vrai, mais maintenant je ne pense pas que ça soit l'explication principale de la chute des marchés tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est plus l'écume de la vague plus que la vague en elle-même qui pèse sur les marchés. Reste que cette crise n'est donc pas négative pour tout le monde. L'instabilité sur les marchés facilite les pratiques boursières qui permettent à certains investisseurs de tirer profit de la baisse des cours, celle de la vente à découvert par exemple. Prenez un titre fictif, Société Générale, qui vaut 30 euros. Vous pensez que demain, ça va valoir 25 euros. D'accord ? Donc, ce que vous faites, c'est que vous le
proposez à la vente à 28, parce que vous pensez que le marché va baisser. Il vaut 30 aujourd'hui, vous pensez que le marché va baisser, vous le proposez à 28. Les gens qui pensent que ça va baisser sont prêts à vous l'acheter à 28. Mais vous ne l'achèterez qu'un peu plus tard, parce que vous pensez que ça va baisser encore plus que 28, donc vous l'achèterez à 25 au moment où vous devrez le vendre. Donc vous allez le vendre à 28, mais pour le livrer à 28, vous allez l'acheter à 25, vous allez donc empocher la différence. Bien sûr, lorsqu'on est un spéculateur, on ne joue pas sur un titre, on joue sur des millions d'euros. Pour autant, est-ce que vous diriez que certains investisseurs ont vraiment un intérêt à ce que les cours de la bourse soient aussi faibles aujourd'hui? Non, il n'y a pas de complot pour faire baisser le marché. Les investisseurs gagnent beaucoup lorsque les titres montent énormément et ils gagnent beaucoup lorsque c'est instable. Aujourd'hui, on est dans une phase assez importante d'instabilité. Donc quand on est dans une phase d'instabilité plutôt baissière, il y a des stratégies pour profiter de la baisse. Mais si demain le marché se remet à la hausse, les investisseurs ont d'autres stratégies pour profiter de la hausse. Donc il n'y a pas un intérêt des marchés à faire chuter les cours de bourse. Les spéculateurs, ceux qui exploitent l'homme par l'homme. Il y a bien sûr les hedge funds, les fonds spéculatifs très discrets qui sont capables de gagner, d'engranger des milliards en spéculant sur la faillite d'une entreprise ou des problèmes dans un pays. Mais il y a aussi des banques d'affaires. Et là, bien sûr, on pense à la banque Goldman Sachs qui d'ailleurs a été accusée de mener un double jeu dans la crise des subprimes. Le point avec Stéphanie Gillon, Stéphane Lopez et Emmanuel Bach. Ils s'appellent John Paulson, Lawrence Fink, Lloyd Blankfein ou encore George Soros. Leurs noms sont souvent inconnus du grand public. Ce sont les stars des hedge funds, ces fonds dont la puissance de feu se chiffre en milliards de dollars. Ainsi, la semaine dernière, alors que toutes les bourses s'effondrent, Bridgewater, le plus gros fonds de la planète, lui, empochait, selon le Wall Street Journal, le pactole de 3 milliards de dollars. Les gérants de hedge funds sont des multimilliardaires. John Paulson, qui a fait sa notoriété parce qu'il avait parié sur la crise de l'immobilier américain, a gagné, si on cumule ses gains sur les 4 dernières années, 10 milliards de dollars à titre personnel. Donc on comprend que ces gens-là, on les regarde avec des grands yeux ronds. Et puis en plus, ils ont une culture du secret. C'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup d'informations à leurs investisseurs, mais par contre au reste des intervenants, aux journalistes, ils sont très fermés, on ne les connaît pas, ils restent entre eux. Selon la petite histoire, en février 2010, quelques-uns de ces grands gourous de la finance se sont retrouvés lors d'un dîner à Manhattan. Ensemble, ils auraient alors parié sur la chute de l'euro. Je ne crois pas du tout qu'il y ait comme ça un comité central des hedge funds qui se réunit autour d'une bonne table et qui décide de s'attaquer à telle ou telle chose. Pour une raison très simple, c'est que si tout le monde fait la même chose en même temps, il n'y a aucun espoir de gain réel. Donc c'est une idée fondamentalement fausse. Ce qui a fait par exemple le succès d'un Paulson, c'est qu'il a été le premier à cibler les subprimes en pensant avant tout le monde que cette bulle immobilière américaine ne monterait pas au ciel, et il a été le premier à se positionner sur ce marché en vendant massivement des subprimes, et du coup il a été celui qui a ramassé le magot et qui a fait fortune sur les subprimes. Leur force, contrairement à d'autres gros investisseurs comme les banques, les hedge funds, eux, échappent au contrôle. Pas d'obligation de publier leurs comptes ou leurs mouvements, pas de surveillance des autorités de régulation. Ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs clients. Je me souviens d'un patron de hedge fund britannique qui me disait, en fait, pour résumer un petit peu ce que ça représente, il disait les gérants traditionnels, c'est un peu comme s'ils jouaient au golf avec un seul club. Peut-être 2 clubs de golf dans leur sac. Moi, j'ai tous les clubs de golf que je veux, c'est-à-dire que j'ai le droit d'investir où je veux, de vendre à découvert, d'aller sur les marchés de matières premières, sur le change. C'est ça qui fait la grande différence en fait, c'est que les hedge funds ont des stratégies qui peuvent être très agressives, très variées. C'est un univers très hétéroclite. Pourtant, ce 27 avril 2010, Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, devra s'expliquer. Interrogé par une commission du Sénat, il doit répondre aux accusations de tromperie liées à la commercialisation d'un produit financier complexe sur le marché des subprimes. Goldman Sachs, dans le même mouvement,
conseillait à certains de ses clients d'acheter des subprimes, et en même moment, il vendait des subprimes parce qu'il faisait le pari que c'était un marché qui allait se casser la figure. Alors là, on peut se demander quand même où est simplement la déontologie commerciale. Je ne dis même pas la morale, vous voyez, je ne prononce pas de grands mots, mais où est la déontologie commerciale? Donc si vous voulez, dans les hedge funds, comme dans beaucoup d'innovations financières des dernières années, au départ il y a un besoin économique, il y a un besoin financier, mais c'est l'exploitation systématique de ce besoin qui finit par devenir problématique, et puis après, les gains réalisés sont tels que le franchissement de la ligne jaune a parfois lieu, et c'est là où ça devient carrément répréhensible. Accusés de tous les maux, les hedge funds se défendent. Ils ne créent pas les problèmes sur les marchés, ils les révèlent et les empêchent ainsi de s'installer. Et à la bourse, il y a depuis quelques années, se sont développés ces automates, ces logiciels qui bombardent le marché et ça représente plus de la moitié des ordres. Ça représente pas loin de 80% des transactions. C'est-à-dire que la question, effectivement, aujourd'hui, si on peut même se demander, les marchés sont-ils encore humains? Voilà, ce sont des robots qui lancent des achats-ventes. Mais alors, c'est ce qu'on appelle le flash trading. Et en gros, là, pour le coup, vous êtes sur des opérations qui sont des opérations purement techniques, où on ne se demande pas, il n'y a pas d'analyse pour savoir si une entreprise est bien gérée, et est-ce qu'elle est cotée à sa juste valeur, etc. Non, c'est pour profiter des micro-mouvements du marché, au point, si vous voulez, qu'on en arrive à des absurdités du genre où les banques, par exemple, essayent d'installer leur centre informatique près des super gros serveurs pour que les fils soient les moins longs possibles. Et ça, c'est terrible. Pour gagner des nanosecondes et pour pouvoir éventuellement prendre des décisions. Donc vous voyez que là, on est dans une... Thierry Pêche. Enterré, mais la taxe sur les transactions financières revient en force. En début de semaine, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont prononcés en faveur d'un tel impôt qui pourrait s'appliquer à l'échelle européenne. Une idée vieille de 40 ans qui refait surface, c'est le prix Nobel de l'économie américain James Tobin qui en 1972 avait suggéré de taxer les transactions monétaires internationales à un taux très faible. De Dublin à Londres, en passant par Stockholm, la proposition franco-allemande a suscité une levée de boucliers. L'Irlande a mis en garde ses partenaires contre la tentation de limiter la taxe à la zone euro pour contourner un non britannique. Si une quelconque taxe devait être mise en œuvre, elle devrait s'appliquer à l'ensemble des 27, plutôt qu'aux 17 pays de l'eurozone. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où il y a une taxe sur les transactions financières à Dublin, mais pas à Londres. Si vous changez les termes de la compétition en faveur de Londres, ça aura un impact négatif sur nous, et nous allons y faire extrêmement attention. Si elle était cantonnée à la zone euro, la taxe ferait donc le bonheur de Londres. Limitée à l'Europe, les autres places financières comme New York, Singapour ou Shanghai en profiteraient. Pour le monde de la finance, la taxe est difficilement applicable. Une telle taxe ne peut marcher que si elle touche le maximum de produits et qu'elle est internationale. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement facile de passer les transactions dans un autre pays. Ça se fait par ordinateur et tout le monde peut l'expérimenter par l'Internet. C'est exactement comme l'Internet. Probablement, elle ne verra pas le jour, et si elle le faisait, elle serait locale, et elle durerait quelques années, puis on s'apercevrait que ça ne sert à rien, et que c'est plutôt mauvais pour ceux qui l'ont mise en place. C'est le cas de la Suède, qui garde un mauvais souvenir de sa propre expérience. Stockholm l'avait instauré dans les années 80, pour finalement l'abolir en 1991. La Suède a mis une taxe sur ses opérations sur actions. La majorité du marché actions est partie à Londres, dans une Europe qui était beaucoup moins ouverte que maintenant. Donc il est clair, si vous mettez une telle taxe en France et en Allemagne, les transactions partiront à Londres. Mais pour l'association Attac, qui a fait de cette taxe son cheval de bataille depuis sa création, la fuite des transactions ne ferait que porter un coup aux spéculateurs et non pas aux nations. L'objectif, précisément, c'est de dégonfler la sphère financière et de faire en sorte que ne persistent, ne durent que les transactions qui ont une utilité véritable pour l'économie. Donc pas de perte de richesse. Pas de perte de richesse, sauf pour les traders, sauf pour un certain nombre d'établissements, mais qui font des profits qui sont, pour nous, inacceptables parce que dangereux, fondés sur la spéculation, qui nuisent en fait compte à l'activité économique et à la stabilité financière internationale. Donc si ces transactions-là se réduisent, voire disparaissent, tant mieux, c'est exactement ce que nous souhaitons. Selon la Commission européenne, une taxe sur les transactions financières pourrait rapporter entre 30 et 50 milliards d'euros par an au budget de l'UE.
La France et l'Allemagne devraient soumettre des propositions précises à leurs homologues européens début septembre.